Salut à tous, c'est Bourrichon. On se retrouve pour l'analyse de la première journée du top 14 de la saison 2024-2025. Entre mélange d'excitation et un peu d'appréhension à l'idée de recommencer cette nouvelle saison, je vais essayer de faire une analyse la plus brève et la plus concise possible. Cette année, je vais un peu me modifier, je vais pas commencer par les matchs que je préfère, je vais juste faire dans l'ordre dans lequel se sont déroulés tous les matchs de la journée. Et donc, si vous avez suivi cette journée, vous savez que ça a commencé du côté du Pays Basque, à Jean Daugé, puisque Bayonne recevait Perpignan pour le premier match de cette saison 2024-2025. Bon, déjà, les Perpignanais ont commencé très fort avec un premier essai magnifique d'Alistair Crosdale, mais à noter quand même une très mauvaise défense d'Orabé qui vient cuter donc la défense alors que Herbin Ategaray était déjà sur Veredamou, ce qui fait que du coup il y a un gros décalage pour Perpignan qui ne se fait pas prier, qui inscrit le premier essai. Et globalement, Perpignan dominait cette première mi-temps et dominait le match. Mais le tournant du match pour moi ça a été à la première mêlée du jeune Pierre Castillon. En effet, Perpignan était plutôt dominant en mêlée, mais c'est après ce changement que Bayonne a repris l'ascendant. Il faut noter quand même une petite erreur des cochards, même une grosse erreur, puisque se sentant fort, il a laissé le ballon dans les pieds de son 8, alors qu'il aurait dû du coup sortir le ballon, éjecter, voyant que Bayonne avait mis plus d'impact. Et derrière, on a laissé de Camille Lopez, qui fait que Bayonne recolle. Surtout que pendant cette période, Bayonne était à 14. Et enfin, du coup, on a cette action juste avant la mi-temps où Perpignan a une possession du coup exceptionnelle dans les 5 mètres bayonnais, mais ne marque pas. Et donc ces trois événements, pour moi, ça fait le tournant du match. Parce qu'après, c'était plutôt Bayonne qui dominait, et notamment avec une agressivité défensive très intéressante. On a combiné cette défense avec un nombre d'erreurs de Perpignan assez incalculable, que ce soit du coup des touches qui s'est déréglé, la mêlée aussi, et puis dans le jeu, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à jouer à l'envers. Ils menaient au score, donc ils devaient, en plus ils étaient à l'extérieur, donc ils devaient contrôler, aller jouer chez l'adversaire, ne pas s'exposer. Et ben c'est tout ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont commencé à jouer des ballons avec des combinaisons un peu hasardeuses, en tout cas qui maîtrisaient pas trop pour le moment vu que c'est le premier match, dans leur 40. Alors que le but, quand tu mènes à l'extérieur, surtout à Bayonne, bah, c'est d'aller occuper le terrain. Et donc voilà, ils ont commencé un peu à perdre pied, et c'est comme ça que Bayonne a pu revenir, avec notamment un très bon coaching. Je trouvais que l'entrée de second a été très intéressante, notamment pour amener cette longueur au pied et occuper. Et bah, c'est lui qui met la dernière pénalité de la gagne. Passons maintenant au multi-rugby avec les 3 matchs, et je vais commencer avec Clermont-Pau. Bon, c'est clairement un match déjà qui a mis du temps à démarrer. On a le premier essai de Robson pour la section paloise, il est aux alentours de la 30e. Et puis cet essai, je trouve qu'il va mettre un petit peu une climatisation dans Marcel Michelin, parce que c'était Clermont qui dominait cette première minute, mais qui n'arrivait pas à scorer. On a d'abord cet essai refusé à Tozin pour un en avant logique, et puis globalement, Clermont avait des positions dans les 22, mais ils n'y arrivaient pas. Ils étaient, je pense, dans une période de rodage. Bon, après cet essai de Robson, ils ont bien réagi, puisqu'après, bah, ça a été un sans faute. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que pendant cette seconde période, on a eu un nombre faramineux de conneries de la part de Pau. On a eu l'impression que les mecs sont petit à petit sortis de leur match et ont commencé à faire n'importe quoi. Il y a eu plusieurs fois où ils ont commencé à faire des variations en touche alors que le lanceur n'était même absolument pas pris, il avait même pas de ballon. Après, il y a évidemment cette connerie de Desperes. Bon, ça peut arriver en voulant sauver un 50-22. Il laisse le ballon dans l'air de jeu et Jurand le récupère et marque un essai. Puis globalement, après, bah, ils ont fait n'importe quoi. Et puis, il faut quand même rajouter que les conditions de jeu étaient pas faciles pour une équipe qui est plutôt joueuse. Alors qu'à l'inverse, la SM, ils n'ont pas eu à inventer le rugby. Ils ont fait quelque chose d'assez simple, mais de très efficace. Ils ont respecté le jeu en fait. Ils ont vu que les conditions étaient vraiment pas bonnes à Clermont, donc ils ont d'abord mis l'accent sur une grosse défense et une bonne occupation, et surtout être bon en l'air. Et c'est en ça que Kylian Amdaoui a été très bon sur ce match d'ailleurs. Ils ont jamais surjoué, juste dès qu'ils avaient des occasions, bah, ils les ont mises. Et donc le BO, bah, il est mérité, parce que au final, Pau a fait n'importe quoi et Clermont, lui, a respecté son rugby. On va passer maintenant à un match qui était assez fou. C'était le match entre Castres et le Racing 92. Bon déjà, c'est ma vision, mais j'ai l'impression que le score est un peu trompeur. Parce que oui, le Racing prend un bonus défensif, mais je suis pas sûr qu'il soit forcément mérité. Je m'explique. Je trouve que pendant tout le match, c'est globalement accroché, surtout en première mi-temps. Puis après, en seconde période, c'est vraiment Castres qui domine et qui d'ailleurs prend un petit écart au score. Et il aura fallu en fait 2 éclairs de Tuisova, ou en tout cas un assez net sur l'essai de Chavancy, puisque c'est lui qui perce et qui après, avec un peu de réussite, transmet à Chavancy pour son essai. Et après, c'est même encore lui qui relance et qui met dans une bonne dynamique et qui après du coup permet à Maxime Baudonne de marquer un essai. L'essai qui d'ailleurs fait passer le Racing devant à même pas 3 minutes de la fin. Mais globalement, à part ça, je trouve que le Racing n'a pas fait grand chose en seconde période. Ils ont été vraiment dominés par le paquet d'avant de Castres. Et d'ailleurs, Castres, ils ont été assez agressifs dans les rucks, mais à une agressivité positive, ce qui a fait faire en fait beaucoup de fautes au Racing, notamment au sol. Et les buteurs castrés étaient plutôt en réussite ce jour-là, donc c'est ce qui a permis de prendre un petit écart
avant de se faire rattraper sur 2 éclairs. Les gros ont fait un très bon match à Castres. On a notamment 2 essais purement de gros, avec le premier de Nakarawa et après celui de Hardron, où là c'est vraiment très bien joué, c'est de l'intelligence tactique, de l'adaptation au jeu. Ça servait à rien d'écarter parce qu'ils étaient meilleurs devant. Mais bon, après évidemment, ce qui a été Castres, ça a été l'énorme match de Christian Badiang. Ça, j'y reviendrai plus tard. Pour le dernier match du multiplex, on allait dans l'Hérault à Montpellier qui recevait Lyon. Bon, ce match, j'ai pas grand chose à retenir, je trouvais qu'il n'était pas forcément intéressant à analyser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, le Loup, il brise la malédiction de 17 matchs d'affilée à l'extérieur sans victoire. Et puis surtout, si vous avez suivi mes analyses et surtout la saison top 14 l'an dernier, il prenait pas mal de roustes à l'extérieur. Là au moins, les démons du passé sont derrière. Après globalement, les 2 équipes elles se tenaient, il n'y en avait pas forcément une meilleure que l'autre. Ce qui a fait la différence néanmoins, c'est clairement l'indiscipline Montpellier-Rennes. Les 2 cartons jaunes ont coûté très cher. Le premier de Erdosio, il fait un essai de pénalité. Et c'est con parce que l'essai de Svangeradze, désolé pour la prononciation, mais il était plutôt en coin. Et potentiellement Berdeux aurait pu rater la transformation et marquer que 5 points au lieu de 7. Donc déjà il y a celui-là. Et puis le deuxième, il est encore plus préjudiciable. C'est Ngandebe qui en fait déjà est coupable d'un plaquage haut, enfin en tout cas un tête-tête un peu involontaire, mais qui est là quand même sur Montillonnet, et qui après, quelques temps de jeu plus tard, s'en va marquer un essai en solitaire. C'est évidemment essai refusé pour le plaquage haut, et un carton jaune qui va coûter cher, puisque ça va remettre le Loup sur de bons rails. Cette période avant la mi-temps, c'est clairement le tournant du match, parce que Montpellier était plutôt encore dedans, mais du coup, grâce à cette indiscipline, Lyon va pouvoir marquer des points au pied parce que Berdeux était dans un grand jour. Il a fait 100%. Mais au-delà de ces 2 cartons, globalement, ils ont été très indisciplinés et c'est comme ça que Lyon a pu prendre le large et qu'après, la réaction Montpellier-Rennes, elle était là avec l'essai de Karkadze, mais c'était trop tard. Et puis à la fin, le dernier assaut, on a eu une très bonne défense lyonnaise qui a permis du coup à Dylan Cretin de récupérer le ballon et donc permettre à Berdeux de dégager. C'est dommage pour le MHR parce que je pense qu'il y avait la place, en tout cas s'ils avaient été plus disciplinés et plus précis sur certaines actions, ils auraient pu repartir avec la victoire. Une autre équipe qui a perdu des points un peu bêtement, c'est l'UBB face au Stade Français. C'était un match assez agréable, je pense que c'était peut-être le meilleur de la journée. Bon, je vais rentrer dans le sujet direct, il y a forcément un point de perdu avec cette action de Penaud. On en parlera plus tard, mais vu le nombre de matchs qu'il a fait gagner à l'UBB, c'est compliqué de lui en vouloir quand même. Bon, si on s'attarde un peu sur le jeu, on remarque que en fait, l'UBB avait une envie de jouer constante, à l'image de sa saison dernière. On a eu que des essais de 3/4, et en même temps, vu la ligne, c'est normal. Dès que ça écartait, ça galopait à mort, et c'était très compliqué pour la défense du Stade Français. Cependant, il y a un point noir sur la copie de l'UBB, c'est clairement la touche. Ils ont été plutôt catastrophiques, que ce soit au niveau du lanceur, mais aussi au niveau des contres, parce que le Stade Français a plutôt été bon en contre, et là, il va falloir gommer ça s'ils veulent, du coup, un jour être champion. Du côté du Stade Français, j'ai l'impression qu'ils se sont, entre guillemets, inspirés du jeu de l'UBB pour essayer, du coup, de les battre. Comme j'ai dit dans la preview du top 14, le Stade Français va être un petit peu obligé de changer de style de jeu avec les recrues qu'ils ont fait. Et là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Bon, après, c'est normal, c'est la première journée, c'est un nouveau plan de jeu à adopter, donc c'est normal que ça prenne du temps et qu'ils n'y arrivent pas tout de suite. Bon, quand tu regardes la composition, tu avais quand même Carbonel, Ezeala et Jonas, qui étaient du coup des joueurs qui sont arrivés, et je peux même rajouter Tanga, c'est des joueurs de ballon, donc forcément on va pas faire du jeu à la Stade Français de l'an dernier, assez restrictif. Mais le problème c'est comme ils sont en rodage, ils n'ont pas réussi. Il aura fallu attendre les rentrées de Brad Weber et de Sekou Makalou pour amener un peu plus de vitesse et repartir sur un jeu, on va dire, plus simple, mais qui maîtrise mieux. Et donc permettre au Stade Français d'enlever le bonus à l'Union Bordeaux-Bègles. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder sur ce match, c'est la défense catastrophique du Stade Français. En effet, on n'était pas habitué à une défense aussi friable, notamment sur les extérieurs, quand on voyait la saison dernière où c'était quasiment impassable. Mais bon, après, je pense que ça a été surtout dû à l'absence de Jeremy Ward qui a compté pour beaucoup. Avant-dernier match de la journée, c'est La Rochelle qui recevait Toulon. Bon, c'était un match quand même assez brouillon. Pendant tout le match, La Rochelle a dominé. Mais le score, il est un peu comme Castres Racing, je trouve qu'il est flatteur pour les Toulonnais. Mais il est flatteur pas du fait que Toulon ait eu de la chance sur certaines actions, mais du fait que La Rochelle n'ait pas voulu marquer de points. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà remarqué en fin de saison l'an dernier. Mais je me demande s'il y a un problème d'ego à La Rochelle à vouloir tout prendre comme jeu, au lieu de prendre des points qui permettraient à La Rochelle d'assurer un succès bien avant. Parce que là, Toulon, ils ont été extrêmement indisciplinés. 3 cartons jaunes entre autres, et puis globalement, beaucoup trop de fautes. La Rochelle n'a jamais tenté une pénalité. Jamais, jamais, jamais. Alors que bon, si vous voulez le bonus, il n'y a pas de souci. Mais avant, il faut assurer un succès. Marquer, je sais pas moi, déjà 9 ou 12 points de pénalité pour écarter ces Toulonnais du score,
ça aurait été plus intelligent et après tenter des choses. Et au final, ils ont eu chaud parce que au final, Toulon marque 2 essais par Dréan en seconde période sur des contres. Et ils étaient pas loin d'en marquer d'autres. En tout cas, moi, ça m'aurait pas étonné vu la physionomie du match. Enfin bref, c'est tout ce que je veux dire sur ce match parce que franchement, il était pas top et il y avait pas grand chose à analyser. Il y avait un peu plus de choses à dire sur le dernier match de la journée, à savoir la première de Vannes en top 14 pour les Bretons qui recevait le champion en titre toulousain. Bon, quoi dire à part qu'il y a un monde d'écart entre ces deux clubs. On s'y attendait forcément, mais bon, après le RCV, ils ont pas à rougir de leur performance. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop friables et trop fragiles sur de la technique de base. Après, c'était peut-être qu'ils étaient pris par l'émotion, et ça s'est vu notamment sur les 25 premières minutes, où ils n'ont pas touché une gonfle. Et pendant ces 25 premières minutes, le Stade Toulousain, il n'a pas non plus été irréprochable. Alors certes, il y a cet essai de Ramos qui est magnifiquement joué, et après, ils ont voulu assurer, à l'inverse des Rochelais. Eux, ils ont pris les points dès qu'ils pouvaient. Mais bon, ils ne se sont pas non plus envolés au score, et après, on a une réaction de Vannes qui commençait à imposer une séquence. Ils n'ont jamais marqué, et c'est dommage parce que juste derrière, ils prennent un essai en contre assez assassin, puisque sur cette erreur de Rourou, Paul Graou récupère le ballon, et après, le jeu à la Toulousaine, ça écarte, ça joue debout, et c'est Roumat qui plante l'essai, qui a installé une petite clim dans le stade de Vannes. Bon, après, les Vannetais, ils ont été valeureux, ils ont rien lâché, ils ont réussi à marquer 2 essais en seconde mi-temps par Vonipola et Van der Merwe, et bon, globalement, ils étaient un peu à la rue physiquement, et ça se comprend totalement. Recevoir le champion toulousain en première journée, c'est pas un cadeau, et ils s'y attendaient forcément à prendre un score aussi lourd, voire plus. Le bonus offensif des Toulousains, je pense qu'il aurait pu être sécurisé avant, parce que eux, ils sont des fois un peu emmêlés les pinceaux, peut-être qu'ils ont été un peu trop faciles. Ça, je sais pas, c'est peut-être juste une impression ou c'est peut-être totalement faux. Tout simplement, ils ont pu juste être dérangés par l'agressivité des Vannetais. Mais au moins, il assure sur cette dernière action. En dernier point, j'aimerais évidemment faire une mention pour ce public Vannetais qui a été juste incroyable. Et l'entrée des deux équipes avec les cornemuses, je sais pas si c'est le bon mot, vous me reprendrez dans les commentaires. C'était juste incroyable. Franchement, ça fait plaisir de voir des Bretons top 14, surtout avec un tel respect et une telle ambiance. Parce que même avec un score aussi large, ils n'ont jamais arrêté de chanter et jamais arrêté d'être contents, les Vannetais. Donc j'espère que ça va durer et j'espère que Vannes va réussir à se solidifier pour gagner des matchs et pourquoi pas se maintenir. Bon bref, maintenant passons au top et au flop. En top, je vais commencer par Christian Mbadiang. Tout simplement, je pense que vous l'avez tous vu, ce retour magnifique sur Max Spring. Et après, c'est lui qui offre la victoire. Juste une première fabuleuse pour le Camerounais. Et quoi dire de plus? Après, je vais partir sur un joueur de l'ombre, à savoir Thomas Sey. Il a été casse-couille dans les rucks, mais casse-couille dans le bon sens. Vraiment, il a fait chier les Palois dans les zones de ruck. Il a été même parfois un petit peu malin en allant les chambrer, notamment avec Rémi Piquet, ça s'est vu plusieurs fois. Et puis, grosse activité défensive. Il a même fait une percée à un moment. C'est du Thomas Sey tout craché, quoi. Enfin, le dernier top, c'est Jack Noël, qui a été très tranchant. Et je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est à La Rochelle. Toutes ses prises de balles étaient donc tranchantes. Et c'est grâce à lui que Dylan Leeds est décalé avec une superbe passe sautée pour inscrire le deuxième essai des Rochelais. En flop, maintenant, je vais en parler vite fait, mais je vais dire Damien Penaud. Alors oui, il fait pas un mauvais match en soi, mais son erreur, elle est à mon sens trop importante pour pas en parler et pour pas le mettre dans cette catégorie. Ça fait perdre un point à son équipe au final, et c'est con parce que globalement, c'est toute l'équipe qui est fautive parce qu'ils auraient dû taper en touche avant. Mais pour un international qui a joué dans plusieurs grands stades dans le monde, qui je pense n'a pas autant la pression que par exemple un jeune qui ferait sa première, je trouve ça assez, entre guillemets, impardonnable, cette erreur. Je vais continuer avec Johan Orabé, l'arrière de Bayonne. Globalement, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un bon match. Bon, déjà, il prend ce carton jaune sur cette faute d'anti-jeu sur McIntyre. Il y a cette mauvaise défense sur le premier essai de Crossdale. Et puis, globalement, je ne l'ai pas trouvé rassurant que ce soit en attaque ou sur le jeu aérien. Enfin, le dernier flop, c'est Michael Rourou. De Vannetais, j'ai trouvé qu'il a un peu abusé de ses départs avec fin de passe parce qu'il est solide. Les Toulousains ne se sont jamais fait prendre là-dessus et il a voulu continuer. Et puis, évidemment, il y a ces deux erreurs. Celle où il fait un mauvais choix en voulant faire un coup de pied de par-dessus, contré par Graou qui amène l'essai de Roumat. Et après, cette mauvaise passe pour Seili, alors qu'il était bien décalé, et si c'était pas lui qui marquait, c'était son coéquipier. Voilà, donc cette analyse est à présent terminée. Je vous mets maintenant le classement, même si bon, il ne veut pas dire grand-chose à la première journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me dire votre ressenti sur cette première journée, et mettre un like et commenter, tout ça. Tout ce qui peut m'aider en fait. Bref. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de la deuxième journée. C'était Bourrichon. Ciao, ciao.